Donc on va démarrer la deuxième partie donc sous forme de table ronde. Donc il y aura 2 temps. Donc tout d'abord, on aura un ensemble d'intervenants sur les leviers pour les inégalités et la discrimination au stage. Et après, on présentera une politique d'établissement en prenant l'exemple de l'Université de Bourgogne. Donc dans un premier temps, on va avoir une présentation de halte discrimination sur la sensibilisation des entreprises dans l'accompagnement des jeunes. Puis, on aura une intervention du SIGE sur comment aider les jeunes des quartiers populaires à trouver un stage. Et enfin, on aura une intervention de fait sur les violences sexistes et sexuelles durant les stages. Donc peut-être que je vous laisserai présenter chacun vos associations, vos organismes. Donc on va commencer avec Halte Discrimination. Est-ce que celui-là marche pas? Ok, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je commence par me présenter. Je suis Céline Gachen. Je suis facilitatrice de processus, on en parlait tout à l'heure, facilitatrice de projets, de talents, de paix. Et aujourd'hui, je prends la parole au nom, effectivement, de l'association Halte Discrimination avec laquelle je travaille, notamment sur une opération qui s'appelle la quinzaine de la diversité, qui va s'organiser pour la 11e année consécutive sur la deuxième quinzaine de novembre. Voilà. Je voulais, moi, intervenir pour vous partager mon expérience sur le sujet de la discrimination, en particulier, à partir de ce que j'ai pu observer sur à peu près 15 ans de pratique professionnelle sur ce vaste champ qu'est la discrimination. Et puis aussi, vous donner mon regard sur les freins que moi j'ai pu observer dans l'accès des jeunes au stage. Voilà. Alors, pour vous partager mon expérience, j'ai envie de vous raconter mon histoire avec le sujet. Ça fait donc 15 ans que je travaille sur ce sujet qu'est la discrimination. Ça a commencé par la création d'une association qui s'appelait Solidaire à l'époque et dont l'objet social était de faire la promotion de ce qu'on appelle dans notre jargon la diversité des profils humains. Alors je parle de jargon parce qu'effectivement ça parle pas forcément à tout le monde, mais à un moment donné, pour commencer à recréer un dialogue avec un certain nombre d'acteurs, il a fallu trouver le moyen d'aborder la thématique de la discrimination, enfin la problématique de la discrimination, de manière positive. On était face à un espèce de fossé qui s'était creusé entre les employeurs discriminants, les bourreaux, et les demandeurs d'emploi discriminés et donc victimes. Et dans cette posture-là, compliqué d'avancer. Donc dans les années 2000-2005, il y a un certain nombre d'actions qui se sont multipliées autour de la démocratisation de ce sujet qu'est la diversité des profils humains. D'abord au niveau du public, de l'État, enfin des différentes organisations publiques de l'État, et ensuite des entreprises. Je pense que c'est important de donner le point de départ au niveau du territoire national sur comment on a pu appréhender de manière positive la question de la discrimination dans les organisations et notamment en local bourguignonne. Donc ici, toujours en lien avec mon expérience, on est en 2005, il y a des émeutes dans les banlieues, je ne sais pas si vous vous souvenez, et donc une sensibilisation des pouvoirs publics sur notamment l'emploi dans les quartiers, enfin, ou le non-emploi des personnes habitant dans les quartiers, et naît la charte de la diversité. Sans doute vous connaissez aujourd'hui. Et du coup, pour la première fois, il y a une espèce de volonté partagée par l'État, par les entreprises, de se mettre autour de la table pour rechercher des solutions qui viserait à faciliter l'intégration des personnes issues des quartiers, notamment dans les entreprises. Voilà, c'est comme ça que moi, je commence à travailler sur le sujet. Et c'est comme ça que, concrètement, je passe de quelque chose de très intellectuel à comment avancer sur ce phénomène des discriminations à la réalité, c'est-à-dire le dur de l'entreprise, sur quels outils on peut créer pour favoriser l'intégration. Alors, à ce moment-là, on était effectivement plutôt en train de se poser la question des personnes issues des quartiers, notamment des jeunes issus des quartiers. Voilà, donc au sein de cette association que j'ai dirigée pendant 13 ans, on a construit un outil pédagogique et ça, c'est un premier levier donc, que je voulais vous transmettre pour
favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises, ce soit à partir d'un stage ou d'un emploi, d'un CDD, d'un CDI, voir comment l'entreprise peut sortir de ces habitudes qui consistent à recruter quand même souvent le même que nous. C'est-à-dire qu'on a des habitudes qu'on a héritées de nombreuses années, qu'on reproduit sans forcément avoir conscience des mises à l'écart sur de nombreux profils qu'on pourrait intégrer dans une entreprise. Donc on a travaillé d'abord sur un outil pédagogique qui favorisait l'intégration de la diversité dans le recrutement, dans la formation et dans la promotion, donc dans l'ensemble des procédures RH des entreprises. Voilà, ça c'est un premier moyen de favoriser l'intégration. Des profils différents, parce que quand je parle de diversité, entendez l'autre dans sa différence. C'est une question d'âge, c'est une question de genre, c'est une question de handicap, c'est une question d'origine, de zone géographique, etc. On a 25 critères, je crois, aujourd'hui retenus dans la loi. Pour favoriser, encore une fois, l'accès au stage et donc à l'emploi, puisque le stage est l'antichambre de l'emploi. Mieux vous allez accéder à des stages, plus vous pourrez les valoriser sur votre CV, plus vous allez construire des compétences et des compétences sociales, et mieux vous saurez vous présenter ensuite à des entretiens de recrutement. Et donc plus vite vous pourrez vous insérer. Il a fallu, et il faut encore, je pense que vous partagerez avec moi ce constat, aller à la rencontre des entreprises pour, leur donner envie de faire bouger les lignes à leur niveau. Le mieux vivre ensemble, c'est effectivement un sujet politique, mais c'est aussi un sujet de l'entreprise moderne, si elle veut se réinventer et avoir une cohésion sociale, j'ai envie de dire, plutôt dynamique. Et de fait, on a besoin d'aller à la rencontre des entreprises, des dirigeants, mais aussi des DRH et des managers pour leur donner envie d'être inclusifs et d'intégrer la différence. Pourquoi ? Parce que, ben oui, la différence, c'est d'abord une richesse. Alors certes, parfois, il faut l'accompagner, parce que quand on ne connaît pas, on a peur, et ça met mal à l'aise. Et quand ça met mal à l'aise, on a parfois tendance à se replier et à pas avoir envie. Donc il y a à voir comment on peut accompagner pour dépasser, en fait, pour les aider à dépasser cette espèce de mise en retrait qu'on peut potentiellement tous avoir, actif en nous, quand il s'agit de sortir d'une zone de confort. Donc, aller chercher des entreprises qui sont motivées, qui ont envie de faire bouger les lignes. Ensuite, proposer, sensibiliser et proposer des formations pour concrètement faire évoluer nos pratiques. Parce que si aujourd'hui on est encore en train de parler de ce sujet, c'est que dans nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, on continue à exclure et à mettre au banc de la société un certain nombre de publics. Des jeunes, des moins jeunes. Voilà, je ne veux pas repasser tous les critères. Donc la formation. Et puis ensuite, c'est comment on peut, c'est ce que j'ai pu observer, arriver à mailler le terrain, le territoire, la société civile, pour que ces entreprises puissent identifier les acteurs de l'emploi qui accompagnent particulièrement, parce qu'ils ont la compétence, parce qu'ils ont développé la compétence, les publics qui sont discriminés, enfin plus discriminés que le public plutôt mâle, de 30 à 40 ans, et qui potentiellement accèdent quand même davantage à l'emploi que tous les autres publics. Voir comment on peut faire du lien entre nous. Donc merci pour cette réunion, parce que cette réunion contribue à ce que nous puissions faire du lien entre université, monde de l'emploi, acteurs spécialisés dans l'accompagnement des personnes discriminées. Voilà. Pour moi, c'est vraiment 3 leviers pour favoriser à la fois une prise de conscience que et notamment l'entreprise, l'employeur peut faire bouger les lignes, et 2, faciliter l'insertion des personnes discriminées. Alors ensuite, si je concentre mon propos sur l'accès au stage, et donc a priori sur l'accès des jeunes au stage, ce que j'ai pu observer, mais c'est la même chose finalement, le constat est le même quand il s'agit de parler de l'accès des jeunes à l'emploi. On est sur un public qui est donc potentiellement discriminé du fait de son âge et du fait de son inexpérience.
Ce qu'on a pu observer, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes jeunes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et ce que les employeurs, ce que les DRH et ce que certains managers attendent des jeunes d'aujourd'hui, eh ben, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à leur donner. Donc, ils essayent, souvent dans un rapport de force, de contraindre ces jeunes à rentrer dans un moule, ça serait trop fort, mais en tout cas dans une culture d'entreprise qui est sans doute aujourd'hui inadaptée ou plus complètement adaptée à ce qu'est un jeune aujourd'hui. Et du coup, ça crée des tensions, tout simplement, et ça favorise pas en fait une bonne intégration durable du jeune dans l'entreprise. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est une tendance du jeune à s'auto-discriminer. S'auto-discriminer parce que, première chose, on vit dans un monde qui est pas forcément toujours très agréable à observer. Et ils ont entendu dire beaucoup que trouver un emploi, ça allait être compliqué. Et du coup, il y a une espèce de projection dans leur vie professionnelle qui se limite assez tôt dans le parcours et qui les amène à s'auto-discriminer et donc à se mettre en retrait par rapport à certains postes, à certains métiers. Donc là, en fait, je ne sais pas si c'est prévu, si vous avez prévu d'en parler, de la mixité des métiers, par exemple. Mais, et donc l'idée, c'est vraiment pour agir contre ce phénomène d'autodiscrimination, de stimuler l'estime de soi et la confiance en soi pour que les jeunes, puissent s'autoriser à rêver, déjà, première chose. Parce que le rêve, ça va être le carburant de la motivation qui va ensuite permettre de faire du bon boulot dans l'entreprise. Donc, s'autoriser à rêver. Et deux, avoir la capacité, quand il va se mettre en recherche d'un stage ou d'un emploi, de se présenter au meilleur de ses conditions, en contact avec ses ressources et non pas avec ses accidents de parcours. Parce que des facteurs qui conduit à l'autodiscrimination, c'est la construction d'une croyance limitante à partir d'une expérience négative. Donc plus le jeune est accompagné par des personnes compétentes qui vont pouvoir le driver et le conseiller sur sa manière de se présenter à l'employeur, mais aussi sur sa manière de rechercher, et plus le jeune va pouvoir connecter ses ressources et pas se présenter à partir d'une mauvaise expérience. Parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté, quand on part perdant dans n'importe quelle démarche qu'elle soit, que ce soit un entretien de recrutement ou n'importe quel projet, souvent c'est pas très aidant. Donc voilà un autre levier. Un troisième levier, c'était, je pense que je pourrais m'arrêter là, à moins qu'il y ait des questions, parce que c'est vraiment la substance que je voulais vous transmettre. C'est comment les personnes, les jeunes qui n'ont pas eu les mêmes chances, qu'on parle d'inégalité de départ, on n'est pas tous égaux, clairement. On n'est pas tous avec les mêmes parents, on vit pas tous dans les mêmes milieux favorisés. Et pour tous ces jeunes qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres au départ, si ils sont pas aidés par des acteurs qui disposent d'un carnet d'adresses ou qui vont savoir les rassurer sur leur propre capacité à réussir et à sortir de leur conditionnement qu'ils ont pu recevoir, de leur culture, mais aussi de la culture française qui est pas forcément très aidante sur l'ascenseur social. Voilà, c'est compliqué. Donc, j'ai pu voir combien le travail des acteurs, que ce soit l'émission locale, les crises féminins, faites aujourd'hui, pouvait contribuer à aider ces jeunes dans une capacité à se reconnaître comme étant capable et compétent sur un projet professionnel qui, je vous rejoins, ne peut pas être construit quand on a 15, 16, même 18 ou 20 ans. Voilà, donc c'est accepter de suivre son propre élan et puis le créditer et puis essayer.
Voilà ce que je voulais dire, je crois. À la fin des... Oui. D'accord. Donc... Ah, oui. Bonjour. Moi, j'aime bien l'ordinateur, hein, je suis un peu comme vous. Donc, je vais vous montrer un petit peu. On s'occupe au Centre régional d'information jeunesse. Vous savez, on est censé répondre à toutes les thématiques jeunes. Donc, quand un jeune a une question, on lui répond soit directement, soit on utilise, je dirais, la base organisme qu'on a de nos partenaires pour éventuellement réorienter le jeune pour qu'il puisse trouver enfin la réponse à sa question. Et sur la question des stages, donc qu'on étudie maintenant au CRIJ depuis une vingtaine d'années, il faut savoir qu'avant la réforme des universités, justement, on avait un service stage, hein, enseignement supérieur. Donc le service était composé du Centre régional d'information jeunesse, du MEDEF, hein, qui représentait les entreprises, et de l'université. Donc là, ce service, qu'est-ce qu'il faisait? Il proposait je dirais, des offres de stage en direct, en public, sur Internet, pour les étudiants. Et donc, ce service, après en 2007, je dirais, la réforme des universités, c'est l'université qui a pris en charge ce service, qui est maintenant, je dirais, il faut contacter le bureau de la vie étudiante pour pouvoir accéder à son espace et éventuellement demander un stage. Maintenant, le CRIJ, depuis quelques années, s'occupe aussi des stages découvertes, stage troisième. Et le stage de troisième, il faut savoir que au-delà des stages d'enseignement supérieur, c'est la première expérience du scolaire, hein, c'est la première expérience de découverte de l'entreprise. Donc, vous imaginez que si la première expérience est pas très bonne, vous imaginez les dégâts que ça peut faire, hein, sur un jeune qui est en classe de troisième. Alors donc nous, qu'est-ce qu'on essaye en fait? On essaie de corréler l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on contacte les entreprises pour qu'ils nous indiquent quel type de métier déjà ils peuvent valoriser dans leur entreprise. Et nous, on accueille le jeune qui recherche un stage et voilà, on essaie de faire le lien. Donc ce lien, comment dire, ce lien, ce qui est important de savoir, c'est que ce lien, en fait, il se fait en accompagnement avec des professionnels de la formation jeunesse. Je m'explique. Le jeune, il est prévu 2 journées, je dirais, de recherche de stage, où on accueille les jeunes à les classes dans nos locaux. Notamment dans l'expérimentation, c'était à Besançon-Planoise, donc mon centre Nelson Mandela. On rencontre directement les jeunes classe 3e qui recherchent un stage. Donc c'est souvent le mercredi, parce qu'ils sont disponibles, le mercredi matin et après-midi, notamment l'après-midi. Donc là, bien sûr, avec l'autorisation des collèges concernés. Et puis on les aide à trouver un stage. Voilà, on ne les laisse pas tout seuls. On ne les laisse pas devant les offres de stage. Et puis je vais vous montrer rapidement, concrètement, cela consiste en quoi, comment nous on travaille en amont pour créer cette offre de stage dans notre site internet et puis la proposer aux jeunes qui est en classe de 3e. Donc la proposer, l'entrée, c'est aussi son centre d'intérêt. Parce qu'on ne l'a pas trop évoqué cet après-midi, mais ce qui est important, au-delà du stage photocopie, c'est que le jeune effectue un stage qui l'intéresse, pas par obligation. Voilà. Ce qui l'intéresse, lui, c'est son domaine. Par exemple, en l'occurrence, ça va être il y a 1 ou 2 métiers par lesquels il est intéressé. Déjà, c'est la première porte d'entrée, puis je dirais l'aspect positif des choses pour lui. S'il fait un stage parce qu'il est obligé de le faire et puis qu'il n'a pas trouvé le domaine qu'il voulait, ça commence déjà pas très bien. Donc je vais aller directement sur le site pour vous montrer juste comment ça se passe, hein, par rapport à ça.
Voilà, donc, voilà comment ça se présente en fait. Donc on a les stages, naturellement, ils sont dans des secteurs parce qu'on est dans le local, hein, on évite, c'est pas qu'on évite la mobilité, mais il est important que la personne qui effectue son stage, ça soit pas très loin de chez lui. Vous imaginez pour une classe, pour des élèves de troisième. Donc là, vous avez le secteur, hein, la ville, le quartier, etc. Important aussi, c'est qu'en fait, les périodes, pourquoi il y a des périodes? Vous savez pourquoi? Les périodes, parce qu'en fait, en stage découverte, elles sont obligatoires. Et nous, ça nous permet de dire aussi aux entreprises de les prévenir en quelque sorte. Pas leur demander uniquement est-ce que vous prenez un stagiaire? C'est est-ce que vous prenez un stagiaire pour les périodes qui sont définies? Donc, par exemple, ils vont nous dire au mois de novembre, j'ai de la disponibilité, oui. Au mois de janvier, non, je peux pas. Au mois de décembre, etc. Donc, vous voyez, c'est important aussi de dire, de demander aux entreprises, est-ce que vous voulez prendre des stagiaires et choisissez parmi 3 ou 4 périodes. Voilà. Et on a remarqué qu'ils acceptent, je dirais, plus facilement de prendre un stagiaire lorsqu'ils ont le choix des périodes, parce qu'ils savent très bien que cette période-là, ils ne seront pas du tout disponibles, et l'autre période, ils sont disponibles. Il y en a qui choisissent toutes les périodes, il y en a qui n'en veulent pas, qui disent, bon, ben, on ne peut pas, et puis il y en a qui prennent 1 ou 2 périodes. Voilà, et puis l'entrée, ça c'est très important lorsque le jeune recherche un centre d'intérêt par les métiers. Alors comment on précède en fait? On travaille beaucoup, vous connaissez un petit peu, vous connaissez l'ONICEP, hein? Donc c'est le site internet dédié aux métiers, etc. Donc là, on procède beaucoup par recherche de métiers par rapport à leur centre d'intérêt. Et naturellement, nous, lorsque on demande à l'entreprise quel stagiaire il veut bien prendre, c'est dans quel domaine aussi. Et donc, lorsque l'entreprise nous répond, il va nous dire, voilà, je prends des agents d'accueil, je prends des informaticiens, etc. Et c'est comme ça que le jeune qui va rechercher une offre va partir par centre d'intérêt, qui sont là. Vous voyez, hein, c'est une grande base de données. Hein, on a repris un peu la base de données de l'ONICEP. Et donc, à chaque fois qu'il y a un centre d'intérêt qui est cherché, on a une entreprise ou plusieurs entreprises qui sont liées avec le secteur géographique. Voilà, et puis aussi, il y a aussi ça, c'est excusez-moi, le type de structure. Donc, type de structure, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une activité libérale, une collectivité, une administration, une entreprise ou service public? Voilà. Vous avez des questions? Oui. Est-ce que ça consiste à être avec le jeune pour lui expliquer les termes, les questions, comment il doit répondre, ou est-ce qu'il y a une préparation sur effectivement comment on fait une recherche de stage? Parce que là, je vois, c'est très intéressant hein, de centraliser des offres, mais finalement, j'ai l'impression que ce jeune, il n'est pas très actif dans sa recherche et que finalement, quand il va se retrouver à la prochaine fois, il va devoir chercher un stage, il saura toujours pas comment s'y prendre, à qui il écrit, comment il écrit, etc. Donc, comment vous y prenez? Oui, en fait, on dédie une journée justement à l'accompagnement, parce que là, je vous montre en fait la finalité. Donc, la journée, elle se décompose comme suite. Une découverte des métiers, donc selon ces centres d'intérêt. C'est pour ça que lors de la journée, en fait, il y a 2 personnes. Il y a un informateur documentaliste qui est spécialiste des métiers et de l'orientation, et il y a une personne qui est spécialiste, je dirais, des CV et des lettres de motivation. Voilà. Donc là, ces 2 personnes sont présentes toute la journée. Généralement, les stagiaires, ceux qui demandent un stage, ils sont présents, ça va de 3h à 5h, parce qu'il y a le matin et l'après-midi. C'est le temps donné pour qu'ils puissent être accompagnés pour les trouver. Donc ça, c'est simplement la journée. Ça n'empêche qu'on a beaucoup de jeunes en fait, qui reviennent vers nous pour étoffer leur lettre de motivation, leur CV. Et nous aussi, on les aide, parce qu'ils sont jeunes, hein, il ne faut pas oublier, ils sont en classe de 3e. Ça peut passer aussi par un coup de fil nous-mêmes, auprès de l'entreprise ou de l'association, ou de la structure, etc. Exactement, mais voilà, avec quand même des spécialistes de l'orientation. Hein,
voilà, des gens expérimentés. Et puis, alors je ne sais pas si tous les parents savent rédiger correctement les CV, les lettres de motivation, dans le niveau classe de troisième. Généralement, il n'y a pas d'expérience, il y a peu d'expérience. Et au niveau de la lettre de motivation, voilà, on a travaillé avec le rectorat par rapport à, comment dire, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la lettre, etc. Alors ça m'amène à une autre question. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce que vous faites justement une discrimination positive? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, nous, pour ces journées-là, en tout cas, l'information qu'on fait, on l'a fait auprès du collège. Donc, il n'y a pas... tout le monde peut venir. Après, généralement, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont déjà investigué au niveau des stages ou pas et qui n'ont pas trouvé de stage. Donc, généralement, ils ont une idée, voilà, on a essayé, on n'a pas trouvé, est-ce que vous pouvez nous aider? Naturellement, on est ouvert après ces journées. C'est-à-dire que notre accueil public, le point information jeunesse, en l'occurrence là ici, c'est Planoise, il est ouvert toute la semaine. Et on a régulièrement des jeunes issus de collège, dont le prof principal, le professeur qui nous connaît très bien, nous envoie le jeune, et puis nous, on l'aide à trouver un stage. Donc bien sûr, nous, ce qu'on met à jour, on met à jour les stages, les métiers, parce qu'il y a des métiers qui évoluent, comme vous le savez. Les secteurs géographiques, parce que c'est en expérimentation, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs quartiers qui sont dans la base de données. Et puis les périodes des stages pour les stages troisième qui sont très bien définies, mais qui sont différentes selon les collèges, en fait. Voilà, vous avez quelquefois 3 jours, quelquefois 4 jours, quelquefois même 2. Voilà, nous, ce qui est important de dire aussi, c'est en septembre-octobre, on fait une relance auprès des entreprises. Donc il y a une personne, un emploi saisonnier qu'on embauche pour qu'il relance auprès des entreprises afin que qu'ils nous disent si effectivement ils reprennent un ou plusieurs stagiaires, s'ils reprennent telle ou telle période. On laisse pas, c'est pas une base de données, il y a une mise à jour de la base chaque année. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et puis par exemple, voilà, vous allez avoir, je vais vous montrer, là, c'est au hasard, c'est pour être greffier. C'est un cabinet d'avocats qui nous dit donc on a le secteur d'activité qui est là, on a la proximité, l'adresse, la personne, le mail de la personne contact, nom, prénom. Donc ça, naturellement, c'est pas en public, d'accord? Et puis, nombre de stagiaires possibles sur la même période. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit cabinet d'avocats qui prend une personne. Voilà. Voilà, et les métiers qui sont liés, avocat, magistrat, greffier, greffière. Et les périodes que vous avez là qui sont sélectionnées après. Merci de votre attention. Merci. Du coup, on va passer à la troisième présentation, donc sur les violences sexistes et sexuelles durant les stages. Je vous bien sûr, micro. Merci. Je vais juste brancher. Pardon, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Canel Rochin, je suis chargée de mission à l'association FET, Femmes Égalité Emploi. Et on nous a sollicité pour parler de la question des violences sexistes et sexuelles durant un stage. Je vais être très pratico-pratique, on va dire, et on va essayer de voir ensemble comment déjà on peut reconnaître ces violences, et puis si on est confronté à des cas de harcèlement sexuel ou de violences sexistes durant un stage, comment est-ce qu'on peut agir.
Alors, pour vous représenter déjà rapidement notre structure, donc on existe depuis plus de 25 ans maintenant, bientôt 30, et on a été créé historiquement à Dijon, et on est une structure experte de la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc on travaille uniquement sur ces questions-là, d'égalité, plutôt dans le milieu professionnel. On est donc basé à Dijon avec des antennes sur Besançon, Auxerre et Nevers, puisqu'on intervient sur toute la Bourgogne-Franche-Comté historiquement, et maintenant sur un quart Grand Est, on va dire, nord-est de la France. On s'étend du coup sur la région Grand Est, Hauts-de-France, et puis sur la Normandie pour certains de nos projets. Je vous dis, on travaille sur l'égalité professionnelle, spécialiste de cette question-là, mais qui dit égalité professionnelle, c'est pas uniquement dans le champ de l'emploi, mais finalement, on travaille avec tous les maillons de la chaîne, ce que l'on appelle, nous, de l'école à l'entreprise, c'est-à-dire depuis la question des stéréotypes auprès des professionnels de la petite enfance jusqu'à l'aide à la négociation des accords égalité dans les entreprises soumises aux obligations. Donc voilà, avec vraiment des actions et des projets qui sont déployés auprès de publics très divers pour toucher, encore une fois, tous ces différents maillons de la chaîne des inégalités. Et on fonctionne évidemment, comme une grande partie des associations, grâce au financement public et puis également aux prestations. Alors déjà, pour vous dire, première chose qui est importante à savoir, est-ce que les stagiaires sont des salariés comme les autres ? En tout cas, sur la question qui nous intéresse ici des violences sexuelles au travail, la réponse est oui. Les stagiaires ne sont pas considérés comme des salariés dans le droit du travail, mais certaines dispositions législatives en matière notamment de harcèlement moral et sexuel s'appliquent également aux stagiaires, mais également aux apprentis, intérimaires, etc. Donc ça, il y a des articles du droit du travail qui stipulent qu'effectivement, les stagiaires ont les mêmes règles que les salariés, que ce soit du coup sur la question de l'interdiction du harcèlement sexuel et puis de leur protection également, puisque les stagiaires sont donc protégés d'éventuelles discriminations qu'il ou elle aurait pu subir pour avoir justement refusé de subir du harcèlement sexuel ou pour l'avoir dénoncé. Ça, il y a des articles de loi qui protègent les salariés et les stagiaires sur ces questions-là. Pour vous donner quelques chiffres rapidement concernant l'ampleur des violences sexistes et sexuelles au travail, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de rappeler, parce qu'on a tendance des fois à dire, bon, c'est une question dont on parle beaucoup médiatiquement, mais bon, est-ce que dans la réalité, ça existe tant que ça ? Parce que bon, au cinéma, en politique, ok, mais dans les entreprises de tous les jours, effectivement, oui, c'est loin d'être marginal aujourd'hui, puisque la dernière enquête à ce jour, qui date donc de 2014, qui a été commandée par le Défenseur des droits, montre qu'une femme sur 5 a déjà subi du harcèlement sexuel au cours de sa carrière. Donc c'est énorme, et on voit bien là que c'est pas du coup marginal, que c'est pas quelques cas comme ça de temps en temps qu'on voit à la télé, mais que ça concerne bien toutes les entreprises. Pourtant, c'est quelque chose qui reste invisibilisé. Moi, souvent, quand j'interviens auprès des entreprises sur cette question-là, qu'on fait un tour de table au début, dans 95% des cas, on me dit « Non, mais chez nous, ça n'est jamais arrivé, on n'est pas concerné ». Bon, vous voyez bien que si une personne sur 5, une femme sur 5 a déjà été victime, forcément, beaucoup d'entreprises sont concernées. Mais en fait, il y a 30% de ces femmes qui n'en parlent jamais à personne. Donc déjà, on se dit, si elles n'en parlent, elles ne sont pas en capacité, en tout cas, d'en parler sur le moment à leur entourage. Au moins ça, c'est compliqué. Et encore plus grave, entre guillemets, c'est le manque de confiance qu'on peut voir dans les employeurs, puisque 70% des femmes victimes ne sollicitent pas leur employeur pour dénoncer la situation qu'elles subissent. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que les employeurs nous disent, quand on fait des réunions de formation, de sensibilisation, non, dans notre entreprise, il n'y a pas de harcèlement sexuel, ou en tout cas, on n'a jamais été confronté à ça. Probablement que si, mais peut-être qu'effectivement, ils n'en ont pas eu connaissance. Et puis dire aussi qu'aucun secteur n'est épargné, qu'il n'y a pas de harceleur type, il n'y a pas de victime type, il n'y a pas d'entreprise type. Il y a par contre certaines tendances, entre guillemets, qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que les petites entreprises
les entreprises entre guillemets un peu familiales, les entreprises où il y a une faible mixité des équipes et les entreprises dans lesquelles il y a des conditions de travail précaires sont des terreaux un peu plus fertiles entre guillemets, même si c'est pas très, très joli à dire, mais effectivement des endroits dans lesquels on peut avoir un risque accru de harcèlement sexuel et notamment voilà, surtout pour la dernière, le dernier critère des conditions d'emploi précaires, c'est sûr que quand il y a des entreprises dans lesquelles le recours au CDD, à l'intérim, aux emplois à temps partiel avec un turnover important, voilà, des entreprises qui recourent à ces méthodes-là, il y a plus de risques parce que les personnes aussi n'osent pas parler dans ces entreprises-là parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi. Okay. Alors, pour vous donner les définitions législatives, de quoi est-ce que l'on parle quand on parle de violences sexistes et sexuelles au travail. Le harcèlement sexuel, il est défini maintenant assez clairement depuis 2012 dans le code pénal et également dans le code du travail. C'est la même définition. Il a été un petit ajout en 2018 également. Il est défini ainsi. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne, donc il y a la notion d'imposition, donc quelque chose qui n'est pas consenti, de façon répétée. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la définition, c'est la question de la répétition. Des propos ou des comportements qui ont une connotation sexuelle ou sexiste. C'est la chose qui a été rajoutée en août 2018 dans la loi. Il y a encore un an de ça, il n'était que la question de la connotation sexuelle. Et ces propos ou ces comportements, ils vont soit porter atteinte à la dignité de la personne en raison d'un caractère dégradant ou humiliant, ou ils vont créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc il y a vraiment la question de ces propos ou de ces actes qui soient imposés de manière répétée. Et de l'autre côté, on a la question du ressenti en fait de la personne, c'est-à-dire qu'ils vont créer une situation qui va être hostile, intimidante, etc. ou offensante. Okay, ça, c'est la première partie de la définition. Et la seconde, qu'on appelle le harcèlement sexuel assimilé, c'est le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc ça, très clairement, quand on parle de pression grave, c'est par exemple des propositions sexuelles lors d'un entretien d'embauche. Là, ça ne va pas être répété, forcément, ça peut avoir lieu une seule fois, mais on rentre quand même dans le cadre du harcèlement sexuel avec cette deuxième définition du harcèlement sexuel assimilé. C'est vraiment l'exception à la règle, on va dire, par rapport à la répétition. Alors, les violences sexistes et sexuelles au travail, il y en a d'autres. Il y a l'exhibition sexuelle qu'on oublie souvent, mais qui est malheureusement moins rare que ce qu'on peut croire. Donc, je pense que ça, la définition parle à tout le monde. Le fait imposé à la vue d'autrui ou dans un lieu accessible au regard, donc qui est puni d'1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Les agressions sexuelles, qui sont le fait, les atteintes sexuelles, donc ce qu'on peut aussi entendre plus communément sous le terme d'attouchement, et qui là vont, c'est en fait les atteintes sexuelles sur une des 5 parties du corps que la jurisprudence définit comme intimes, qui sont la bouche, la poitrine, les fesses, le sexe et les cuisses. D'accord, donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça de côté. Souvent, on voit dans les interventions, on dit oui, voilà, c'est des blagues de toucher les fesses ou de faire un baiser forcé sur le côté, etc. Ça s'appelle, au niveau de la loi, une agression sexuelle. Et puis le viol est aussi considéré dans les violences sexistes et sexuelles, notamment au travail. Il y a une définition que je n'ai pas inscrite ici, qui est... alors l'outrage sexiste, c'est dans le code pénal depuis récemment, ça concerne plutôt les questions de harcèlement de rue, mais l'agissement sexiste par contre est dans le code du travail depuis 2015. Je n'en parle pas beaucoup volontairement parce que finalement, la question de l'agissement sexiste, c'est quasiment la même définition que celle du harcèlement sexuel, sauf qu'il n'y a pas la notion de répétition. Moi, ce que j'explique bien souvent aux entreprises, c'est que c'est du coup quelque chose qui peut être un petit peu glissant et dangereux parce qu'en général, quand il y a des propos sexistes qui sont tenus dans l'entreprise par certaines personnes, ça n'arrive jamais qu'une fois. Il faut se rendre à l'évidence et être assez réaliste. Quelqu'un qui ferait des blagues un petit peu lourdes dans une carrière professionnelle, il va
va pas les faire juste un jour, une fois, puis plus jamais. Et du coup, le risque, c'est que ce soit déqualifié et ce soit reconsidéré comme de l'agissement sexiste et non plus comme du harcèlement sexuel, alors que ça devrait l'être. Voilà, donc je vous le dis comme ça, mais effectivement, l'agissement sexiste, attention. Alors concrètement, quelques situations concrètes. Là, par exemple, un employé de l'entreprise dans lequel vous faites votre stage aime raconter à qui veut l'entendre ses fantasmes sexuels et commente régulièrement les tenues de ses collègues féminines. Là, vous voyez bien qu'on est effectivement dans le harcèlement sexuel. Pourquoi ? Il commente régulièrement, donc on a la répétition. Il faut savoir que cette notion de répétition, elle n'est pas définie en termes de nombre de fois qu'il faut qu'un propos ou un geste soit répété, ou de laps de temps entre deux fois. C'est-à-dire qu'une personne fait 2 commentaires dans la journée, on tombe sous le coup de la répétition. Mais là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de doute. Il commente régulièrement les tenues. À qui veut l'entendre, on voit bien que les propos sont imposés. Imposés, ça ne veut pas forcément dire on colle dans un coin et puis la personne ne peut plus bouger. Ça veut dire que là, on est en train de travailler sur son ordinateur, on n'a pas forcément envie d'entendre ça, donc c'est imposé. Les fantasmes sexuels, évidemment, là, la connotation sexuelle est évidente. Et puis le sexisme aussi, avec le fait de commenter la tenue des collègues. On n'a pas demandé forcément que ce soit commenté. Et puis là, on voit bien qu'effectivement, la situation peut tout à fait être hostile ou intimidante pour le personnel. Il faut dire que parfois, il y a certaines personnes qui peut-être vont pas du tout être intimidées ou ne vont pas du tout se sentir mal face à une situation, vont peut-être rire sur les fantasmes sexuels. Il n'empêche que pour certaines personnes, ça peut être un gros souci et du coup tomber sous le coup de la définition. Alors, une autre situation, pendant tout un déjeuner de travail, un supérieur hiérarchique fait du pied à une employée. Donc là, tout un déjeuner, il y a la répétition. Alors, parfois, avec cet exemple, on me dit, bah oui, mais c'est un seul déjeuner. Mais on se doute bien que si c'est tout le déjeuner, effectivement, voilà, on tombe sous le coup de la répétition. C'est tout au long du déjeuner. Faire du pied, c'est un acte qui, même s'il n'a pas forcément, c'est pas une zone intime, une des 5 zones dont je vous ai parlé, c'est un acte socialement qui est reconnu comme ayant une connotation sexuelle. D'accord ? Donc effectivement, on reconnaît là la connotation sexuelle. Et puis, on me demande parfois, bah oui, mais en même temps, s'il a fait du pied pendant tout le déjeuner, si ça n'allait pas, elle aurait pu enlever son pied ou partir, etc. Le contexte, on ne le connaît pas ici, et il explique peut-être qu'elle n'ait pas pu s'extraire de la situation. Par exemple, peut-être que l'employé en question, c'est une stagiaire en fin de stage et à qui le patron ou le manager est en train de promettre une embauche à la fin du stage. Voilà. Et ça, c'est des situations, il faut toujours, dans ces cas de harcèlement, essayer de comprendre le contexte qu'il y a autour, parce que très, très, très souvent, c'est ce contexte-là qui va expliquer le fait que soit la personne n'ait pas pu s'extraire de la situation, soit ait eu du mal à dire non, même si bien souvent les victimes disent très clairement non. Et puis, lors d'un déplacement en voiture, le conducteur met la main sur la cuisse de la salariée passagère. Là, on est du coup sous l'agression sexuelle, puisque la main sur la cuisse, il y a donc attouchement ou atteinte d'une des zones qui sont considérées comme intimes. Et puis en voiture, donc on imagine peut-être en conduisant, donc sans possibilité de s'extraire à nouveau, c'est un acte qui est donc commis avec surprise et contrainte, puisque c'était l'autre partie de la définition de l'agression sexuelle. Alors, si l'on est concerné en tant qu'étudiant stagiaire, étudiante stagiaire, ou en tant qu'accompagnant au sein de l'université, il faut savoir que l'employeur déjà a des obligations légales au sujet des violences sexistes et sexuelles. Déjà, une obligation générale qui est d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs et des travailleuses. Ça, c'est une obligation générale qui fait que, logiquement, il doit protéger des faits de harcèlement sexuel. En plus de ça, il y a aussi des articles du Code pénal qui concernent directement le harcèlement sexuel, et notamment un article qui indique que l'employeur doit interdire le harcèlement sexuel et prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'en prévenir les faits, d'y mettre un terme et de le sanctionner. Très concrètement, ça veut dire que l'employeur doit mettre en place des mesures de prévention,
Ça ne se fait quasiment pas, mais c'est une obligation dans le code pénal. Et surtout, une fois qu'une situation est portée à sa connaissance, normalement, il a 2 mois pour prendre acte et mettre en place des mesures, à la fois pour protéger la salariée victime ou le salarié victime, et pour sanctionner l'auteur des faits. Donc ça, c'est important de le savoir une fois qu'il est saisi. Hein, je vous expliquerai après comment saisir, mais une fois qu'il est saisi, 2 mois pour agir. C'est-à-dire que, très clairement, si l'employeur n'agit pas ou dit « oui, bah, écoutez, ça vous regarde, je vous laisse vous débrouiller tout seul » ou s'en occupe, mais 6 mois après, etc., un procès au prud'homme peut être intenté contre l'employeur. Et puis enfin, c'est important de le savoir, c'est une nouvelle disposition. Depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises qui disposent d'un CSE, donc c'est le comité social économique, c'est anciennement les membres, les représentants du personnel, donc doivent désigner parmi ses membres un ou une référente harcèlement sexuel et agissement sexiste, en plus de celui ou celle qui doit être nommé au sein de la direction des ressources humaines pour les grosses entreprises, pour les plus de 250. Donc ça, c'est important parce que ça fait partie des interlocuteurs clés au sein de l'entreprise désormais. Alors pour l'instant, le temps que ça se mette en place, toutes les entreprises ne l'ont pas encore fait, mais ça va arriver. Et puis, il y a beaucoup de formations qui se mettent en place en ce sens. Donc, les gens, a priori, on l'espère, vont être formés. Alors, les étapes clés, si malheureusement on est victime d'une situation de violence sexiste et sexuelle au sein d'un stage, c'est premièrement d'avertir son tuteur ou sa tutrice sur son lieu de stage et ou une personne des services des ressources humaines, à l'oral ou à l'écrit. Alors ça va être en fonction de la taille de l'entreprise, de la gravité de la situation, c'est-à-dire est-ce que c'est une blague comme ça une fois et que vous avez envie de le signaler, vous en avez tout à fait le droit, ou est-ce que c'est une situation qui s'installe et qui vous porte vraiment préjudice, pour lequel vous avez des symptômes, etc. De manière générale, il est toujours préférable d'informer son employeur par écrit, parce que comme ça, il y a une trace, et par la suite, si vous souhaitez mettre en place une procédure, vous pourrez montrer que vous avez averti l'employeur de manière officielle. Évidemment, il est très important d'informer l'université, c'est-à-dire notamment son maître ou sa maîtresse de stage au sein de l'université, qui a le droit de faire un signalement à l'inspection du travail. C'est également dans des articles relatifs au stage, et puis qui peut surtout, on en parlera après, mais prendre acte par rapport à l'entreprise accueillante et éviter de renvoyer des stagiaires là-bas, tout simplement. Si l'université n'est pas au courant des pratiques dans l'entreprise, à la fin, on se dira peut-être, oui, ça avait l'air bien ce stage, on va renvoyer des jeunes filles ou des jeunes garçons là-bas. C'est quand même pas souhaitable. Si vous avez averti oralement ou de manière écrite votre tuteur, votre tutrice, la personne en charge des ressources humaines, etc., au sein de votre entreprise accueillante, mais qu'aucune action n'est mise en place pour vous protéger de la situation, ou en tout cas pour faire quelque chose pour cette situation, la chose à conseiller, c'est de rédiger un compte-rendu chronologique et détaillé des faits, c'est-à-dire d'écrire, à partir du moment où les violences ont démarré, d'écrire exactement, de manière précise, détaillée, chronologique, circonstanciée, ce qui s'est passé. Alors, c'est pas pour faire un journal intime, mais c'est simplement que ce récit sera la base de votre témoignage et c'est votre parole. Ce sera extrêmement important par la suite. Quand je dis par la suite, c'est pas forcément dans le cadre d'une plainte auprès des tribunaux. Ça peut être simplement au sein de l'entreprise pour dire, je dis pas ça juste comme ça pour foutre le bazar dans l'entreprise, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Et puis évidemment, ensuite se rapprocher des interlocuteurs clés. Donc il y en a à l'interne de l'entreprise et à l'externe. Alors à l'interne, évidemment, quand il y en a, les représentants du personnel et notamment référentes dont je vous ai parlé, ou à l'externe, les instances syndicales, quand il n'y a pas de représentants du personnel à l'interne, sont des interlocuteurs, interlocutrices extrêmement importants pour ces questions-là parce qu'ils sont formés à accompagner les salariés. D'accord ? Ils peuvent du coup vous guider et vous accompagner dans les démarches. La médecine du travail, c'est vrai que quand on est en stage, on n'a pas forcément connaissance de toutes ces instances-là, mais la médecine du travail peut notamment effectuer des visites surprises, entre guillemets, sur site, et du coup alerter l'employeur.
L'inspection du travail est toujours à mettre en copie des échanges. Alors ça peut paraître un petit peu se dire « oulala, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Mais il y a des personnes qui vivent des situations très complexes. Si l'employeur ne se bouge pas, ne fait rien, il faut que l'inspection du travail soit mise au courant. Et puis la cellule égalité à l'université peut également être un soutien, en tout cas au minima un endroit d'écoute, et puis un soutien dans les démarches auprès de l'université. Bon, ça, c'est plutôt institutionnel, mais le défenseur des droits peut également, est à citer dans les interlocuteurs clés sur cette question-là. Et puis, évidemment, les associations d'aide aux victimes, donc notamment FAID, qui peut proposer de vous aider, ou en tout cas de vous guider dans les premières démarches juridiques. Surtout, ce qui est à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas rester seul. On l'a dit, trop de victimes ne parlent pas, ont peur, honte, etc. de parler. Donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir au moins le verbaliser auprès de vos collègues, peut-être dans un premier temps, vos proches, vos amis, votre famille, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, d'en informer absolument votre établissement scolaire, votre établissement, afin que plus aucun ou aucune stagiaire ne soit envoyé dans cette entreprise ou dans cette institution. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le sujet en dehors de ce moment-là, à nous contacter via les coordonnées qui sont ici, via les réseaux sociaux sur lesquels on est très active. On sera ravis de pouvoir répondre aussi à vos questions dans un second temps. Voilà, merci. Je laisse ça si elle a besoin des coordonnées. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des éléments de précision, si vous avez besoin d'éléments de précision. Donc, on va passer au deuxième temps. Je peux enlever la clé ? Oui, peut-être juste une précision par rapport à certaines enquêtes, c'est que le harcèlement, alors selon la catégorie visée, n'est pas forcément le fait de supérieurs. Donc, par exemple, alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chiffres, mais j'avais pu voir sur certaines enquêtes, le harcèlement chez les étudiantes, qui est numériquement le plus grand, est le fait de pairs. Voilà, donc c'est-à-dire c'est pas... alors que par contre, effectivement, là aussi, chez les personnels salariés, par exemple, même s'il n'y a pas vraiment de statistiques, on voit effectivement que la question de la subordination hiérarchique, mais effectivement, ça veut dire aussi que chez les étudiantes, ou chez les étudiants en tout cas, les formes de harcèlement ne viennent pas forcément toujours du même type de public. Oui, tout à fait. Il y avait un item sur la seule un petit peu enquête qui existe à ce jour, la plus récente en tout cas. Alors, c'était pas sur la question des étudiants en particulier, mais sur effectivement l'auteur de harcèlement. Dans la majorité des cas, en fait, c'est égal entre supérieur hiérarchique, c'est-à-dire 20% des cas sont le fait du patron de l'entreprise, de l'employeur directement, 20% sont le fait du manager direct ou du supérieur hiérarchique N+1, et puis ensuite on a 40% du fait de collègues, donc de pairs effectivement sur le même échelon, et ensuite 20% autres qui sont là carrément du fait de clients, prestataires, donc de personnes externes à l'entreprise. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter une enquête qu'on réalise actuellement avec donc 2 autres enseignants-chercheurs qui sont Nathalie Droyer et Jean-François Giret. Et donc, on a réalisé une enquête sur le stage en licence avec un des objets de cette enquête était quelles sont les inégalités d'accès. Donc la question, effectivement, c'est dans nos enquêtes, comment appréhender les inégalités et discriminations. Donc ici, on ne va pas du tout appréhender cette question de discrimination, puisque c'est très compliqué à mesurer, même si dans la recherche se développent par exemple des méthodes de testing, c'est-à-dire l'envoi de CV fictifs où on modifie uniquement un paramètre. Mais nous, on va vraiment se concentrer ici sur les inégalités. Donc c'est une enquête qu'on a réalisée auprès des étudiants de licence 3. Pourquoi ça nous semblait important ? Tout d'abord parce qu'on a très peu d'informations sur ce niveau d'études. Souvent, les études s'intéressent plus à des niveaux master, en fin de cursus, et qu'on a un essor et une volonté de plus en plus du développement du stage à ce niveau-là. Et d'ailleurs, tout étudiant devrait avoir, s'il le souhaite, la possibilité de réaliser un stage en licence. Donc cette enquête, brièvement, a bénéficié d'un financement RYTHM dans le cadre du PIA 3, réussite étudiante.
Donc, on a 3 objets de l'enquête. Donc, tout d'abord, c'est de chercher à identifier les inégalités d'accès au stage. Donc, quelles sont les stratégies que les étudiants et quelles sont les difficultés qu'ils ont pour trouver un stage. De voir si on a des inégalités, notamment en fonction des caractéristiques socio-économiques des étudiants. Donc là, je vous présenterai plus brièvement en termes de genre et selon le milieu social de l'étudiant. Un autre aspect de cette enquête concerne la qualité du stage. Donc, c'est par rapport à ce qu'a présenté Dominique, c'est vraiment de savoir comment on peut considérer la qualité du stage. Et on peut imaginer qu'on a une inégalité dans l'accès, mais ensuite sur le type de stage que l'on peut trouver. Et enfin, on cherchera donc par la suite à voir quel est l'effet du stage, du type de stage qu'on trouve, sur ensuite le parcours universitaire de l'étudiant et sur son insertion professionnelle. Brièvement, la méthodologie qu'on a utilisée, c'est une approche mixte, puisqu'on va allier une approche quantitative et une approche qualitative. Donc, on a 3 phases. Donc, la première phase, c'est celle que je vais vous présenter. Donc, on a fait passer un questionnaire auprès d'un ensemble d'étudiants inscrits en licence 3. On aura une seconde phase. Donc là, on les a interrogés entre mars et juin 2019, donc de l'an passé, universitaire. On va les réinterroger ensuite, donc là, courant décembre, pour avoir justement quel est l'effet du stage sur leur parcours, sur l'orientation. Et enfin, on aura une approche également qualitative, où on va interroger les responsables des formations de licence 3, pour voir comment ils articulent le stage et l'enseignement, et comment ils envisagent le stage dans le cursus. Avant de vous présenter les résultats de l'enquête, au départ, ce qu'on a fait, c'est on a regardé l'ensemble des maquettes de licence 3 de l'Université de Bourgogne. Et ce qui nous semblait déjà intéressant, c'est de voir que la manière dont est mobilisé le stage dans les différentes filières est très, très hétérogène. Vous voyez, dans certaines filières, le stage est facultatif, dans d'autres, il est obligatoire, dans d'autres, il est optionnel. On voit que la durée du stage est vraiment également assez différente selon les disciplines. Elle peut être de 8 semaines, de 10 heures, de 1 semaine à 3 mois. Et enfin, lorsqu'on regarde le mode d'évaluation, on a également vraiment des différences. Des fois, c'est un compte-rendu obligatoire non noté. Des fois, c'est un rapport de stage où uniquement les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. Des fois, on a un rapport de stage avec soutenance. Donc déjà, dès le départ, on voit vraiment qu'on a une hétérogénéité du stage dans les licences générales. Et même lorsqu'on regardait au sein de la maquette, la manière dont le stage est valorisé, on peut voir qu'il peut être plus ou moins incitatif. Des fois, j'ai eu très de mal à trouver la notion stage, alors que des fois, c'était vraiment mis en avant. Donc, on a déjà une hétérogénéité du stage assez important. Donc, ce que je vous disais, on a interrogé environ 1000 étudiants de licence 3 générale et professionnelle. Là, je vous donnerai que les résultats des licences 3 générales, vu que professionnelle, c'est assez différent pour eux. Le stage, donc à l'Université de Bourgogne, on a presque l'ensemble des filières. Par contre, on n'a pas interrogé les filières santé parce que le stage est un peu différent, ça n'a pas les mêmes enjeux. Et notre questionnaire portait à la fois sur le projet d'orientation scolaire et professionnelle, l'accès au stage, le contenu du stage et la perception des étudiants du stage dans leur cursus pédagogique. Et donc, on a un taux de réponse qui est relativement élevé. Cela vient du fait qu'on les interrogeait en amphithéâtre. D'accord, ils avaient c'était prévu, ils devaient venir répondre au questionnaire. Du coup, on voit peut-être pas très bien les couleurs. Donc, dans notre échantillon, on a 47% des étudiants qui ont réalisé un stage obligatoire ou facultatif, 29% un stage obligatoire et 18% un stage facultatif. Le premier résultat qui nous a semblé intéressant ici, c'est que d'abord, si on regarde selon le genre, on voit que les femmes mobilisent beaucoup plus le stage facultatif que les hommes, puisqu'on a 22% des femmes qui ont fait un stage facultatif, alors qu'il n'y en a que 10% des hommes. Et ça, c'est même lorsque ce résultat reste vrai, parce qu'on peut imaginer qu'il y a un effet filière, mais ce résultat reste vrai même lorsqu'on prend en compte les filières. Donc tout à l'heure, on essaiera de donner des éléments d'explication, nos hypothèses pour expliquer ce résultat. Par contre, si on regarde selon l'origine sociale, on a une mesure un peu imprécise. Et ici, on a pris le fait que le père de l'étudiant était cadre ou non, que la mère était cadre ou non, et le fait d'être boursier ou non boursier. Et ici aussi, on voit quand même apparaître clairement que les enfants de cadres ont plus de chances de réaliser un stage facultatif et également les non boursiers. Donc il semble que l'accès au stage, notamment
facultatif diffère selon le milieu social et c'est le fameux, ce résultat est vrai, le fameux toute chose égale par ailleurs, avec les différentes filières pris en considération. Donc on s'est demandé, mais pourquoi certains étudiants ne réalisent pas de stage? Donc tout d'abord, un résultat qui nous a semblé intéressant, on voit que 18% des étudiants répondent qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient la possibilité de réaliser un stage. Ensuite, parmi les étudiants qui étaient informés sur la possibilité de réaliser un stage, on voit que 42% répondent qu'ils préfèrent se consacrer à leurs études. Et un autre résultat qui nous semble intéressant, c'est qu'on voit que 31% nous répondent qu'ils préfèrent trouver un emploi étudiant. Car effectivement, il faut savoir que souvent les stages en licence, elles sont proposées pendant les vacances universitaires. Il est même possible de faire son stage pendant les vacances universitaires estivales, en fait, entre la licence, la fin de licence et le master 1. Du coup, voilà, les étudiants, ils ont un peu cet enjeu de savoir est-ce que je fais un stage ou est-ce que je cherche à financer mes études par un emploi étudiant. Et on voit quand même qu'on a une part importante d'étudiantes qui préfèrent trouver un emploi étudiant. On a aussi tout de même 20% d'étudiants qui n'ont pas trouvé de stage et seulement 7% qui n'y voient pas d'intérêt. Sachant qu'on a remarqué que les étudiants qui n'y voyaient pas d'intérêt, c'était souvent les étudiants qui venaient de milieux sociaux moins favorisés. Donc c'est aussi une piste, je pense, intéressante à développer. Oui. Oui. Oui, ça fait pas 100%. Hein. Je me souviens plus exactement. Ensuite, on a demandé aux étudiants comment vous avez trouvé votre stage. Donc, avant de leur demander comment ils avaient trouvé leur stage, on leur a demandé s'ils avaient eu des difficultés à trouver un stage. Donc, ils sont 18% des étudiants à avoir des difficultés à trouver un stage, et ce résultat semble particulièrement vrai chez les étudiantes. Donc, ça a creusé. Alors, on ne sait pas si c'est le fait parce qu'elles cherchent plus de stages, que du coup, elles ont plus de difficultés à trouver un stage, ou si vraiment on a une inégalité d'accès au stage. On voit que le stage dépend vraiment également encore des réseaux, puisque, donc là, ils n'avaient qu'une possibilité pour celui-ci, on voit qu'ils sont 40% à déclarer avoir trouvé leur stage grâce à leur famille ou leurs connaissances, et 30% dû à l'établissement. Une question qui nous intéresse, c'est pourquoi les étudiants mobilisent leur stage et quelles sont leurs motivations. Donc, pour un ensemble de critères, on leur demandait pour eux de nous dire si c'était une motivation très importante, plutôt importante et pas du tout importante. On voit que les 3 motivations qui reviennent le plus souvent donc, sont quand même en lien avec cette logique de pré-professionnalisation, puisque c'est mieux connaître le monde du travail, acquérir des compétences professionnelles ou conforter un projet scolaire et professionnel. Néanmoins, on a quand même 43% des étudiants qui nous déclarent que leur motivation à effectuer un stage est également pour enrichir leur dossier de candidature académique et également d'enrichir leur CV. Donc c'est une stratégie également scolaire et professionnelle. Et lorsqu'on distingue donc, les hommes et les femmes, on se rend compte que les motivations à réaliser un stage sont différentes chez les étudiants et chez les étudiantes. Et notamment chez les étudiantes, là où ils sont le plus significativement différent, c'est dans le fait que les étudiantes semblent plus utiliser le stage pour enrichir leur dossier de candidature académique ou encore enrichir leur CV. Donc nous, une de nos hypothèses, mais qui a discuté, est de savoir est-ce que, puisque les femmes anticipent une discrimination plus tard sur le marché du travail, est-ce que du coup elles ne mettent pas un peu toutes leurs chances de leur côté en se disant je vais cumuler des stages. Donc voilà, c'est notre hypothèse pour l'instant pour essayer de comprendre ce résultat. On a également une motivation différente à réaliser un stage selon le milieu social. On voit que pour les étudiants qui sont issus de milieux sociaux plus favorisés, eux, leur motivation est plus particulièrement d'enrichir leur dossier de candidature académique. Donc, ils sont vraiment dans une stratégie scolaire pour ensuite avoir le master qu'ils souhaitent. Pour les milieux sociaux moins favorisés, on a mieux connaître le monde du travail, acquérir des compétences professionnelles. Donc, dès le départ, dans l'accès au stage, on voit qu'ils ont des mobilisations quand même assez différentes et des motivations différentes. Ils n'ont pas les mêmes attentes pour le stage et on peut imaginer que c'est susceptible d'accroître certaines inégalités. C'est bon, c'est clair? Donc ça concernait l'accès au stage. Et après, on s'est dit, on peut effectivement aussi avoir une inégalité dans la qualité du stage, dans le type de stage. Alors, on a posé un ensemble de questions. Donc, en tout, on a 26 variables.
On a posé des questions sur leur arrivée en stage. Est-ce qu'ils ont visité une visite du lieu de stage? Est-ce qu'ils ont eu des missions clairement énoncées? La présentation du lieu de stage? Quel type de mission ils ont réalisé? Est-ce que c'était en lien avec leur formation, les apports théoriques? Est-ce qu'ils ont eu un suivi de stage par le maître du stage et également par les enseignants de l'université? Et est-ce qu'ils ont eu un retour d'évaluation? Donc, ce n'était pas uniquement le rapport de stage, mais est-ce qu'ils ont eu un retour des évaluations informelles, un retour réflexif sur le stage lors de l'enseignement? Donc, c'est les critères, donc, notamment en lien avec les travaux de Dominique Lehmann, les critères qui nous permettent de mesurer la qualité du stage. Donc, on a fait, grâce à une méthode statistique de classification que je ne présenterai pas ici, on a dégagé une typologie de 5 types de stages. Oui, là, vous ne voyez peut-être pas... Alors, attendez, je vais mettre comme ça. En fait, ce graphique, c'était pour vous montrer qu'on avait 5 profils différents de stages. Oui, en fait, non, mais je vais revenir sur chacun d'eux. Donc, tout d'abord, 19% des étudiants ont ce qu'on a qualifié de stages reliés aux objectifs de la formation, pour 20% des étudiants. Effectivement, ici, dans le stage, ils ont des objectifs clairement énoncés, leurs missions sont en lien avec la formation, ils appliquent les connaissances, ça leur permet de mieux comprendre leurs connaissances de formation, ils ont un maître de stage, donc c'est le stage qu'on pourrait qualifier de très bonne qualité. Ensuite, pour 32%, donc c'est la part la plus importante, en fait, on a des stages qu'on a nommés stages basés sur des échanges très codifiés. En fait, le stage est très institutionnalisé. Ils ont un maître de stage, ils ont un tuteur, ils ont une évaluation, un rapport de stage. Par contre, il semble que les étudiants n'arrivent pas à voir le lien entre la formation et ce qu'ils ont en stage. Effectivement, ici, les missions ne leur permettent pas forcément d'appliquer leurs connaissances, de mieux comprendre leurs connaissances ou de développer des connaissances, de mieux comprendre le lien avec la formation. On a un troisième type de stage, donc là c'est vraiment les stages, donc ça représente quand même 23%, des stages aux objectifs flous, décalés par rapport aux acquis de la formation. Donc là, les étudiants ne sont pas forcément, à l'arrivée du stage, il n'y en a que 4% d'entre eux qui disent qu'ils ont compris les objectifs du stage. On voit que 6% d'entre eux appliquent les connaissances. Et donc, ils ont un maître de stage. Par contre, il n'y en a que 5% d'entre eux où leur maître de stage leur apporte des connaissances théoriques, 9% où leur explique les tâches. Donc, on voit que c'est un stage qu'on pourrait qualifier quand même de peu formateur et un petit peu aux objectifs flous. Le quatrième, environ 16%. Donc ici, les objectifs sont décalés par rapport, le stage est décalé par rapport aux objectifs de la formation. Mais par contre, ces stagiaires, en fait, sont très bien accueillis au sein de l'entreprise. On a vraiment une volonté du maître de stage. Alors, c'est peut-être le maître de stage qui ne sait pas forcément quels sont les objectifs de la formation, mais en tout cas, ces étudiants sont très bien accueillis par le maître de stage. On le voit clairement. Leur maître de stage, il les rencontre fréquemment, il leur donne des tâches, il leur donne des consignes, ils essayent de leur apporter des connaissances théoriques. Donc ici, on a vraiment un bon accueil en entreprise. Par contre, l'étudiant ne voit pas forcément le lien avec la formation. Et enfin, on a pour 10% des étudiants ce qu'on a appelé un stage apprenant avec un encadrement limité. En fait, en gros, c'est les étudiants qui se débrouillent tout seuls. Ils arrivent à trouver des stages qui leur permettent d'acquérir des compétences et des connaissances. Par contre, ils n'ont pas forcément un maître de stage clairement identifié. Ils n'ont pas forcément un tuteur universitaire. Voilà, c'est des étudiants qui ont la capacité en entreprise, pendant leur stage, à mobiliser certaines connaissances et compétences. Ensuite, ce qu'on a regardé, ce qu'on peut supposer, c'est qu'effectivement, selon le type de stage, les étudiants ne vont pas développer le même type de compétences, qui peut être facteur d'inégalité. Et effectivement, si on regarde par exemple pour les stages de très bonne qualité, les stages qu'on a qualifiés de qualité, on voit que les étudiants sont plus nombreux à déclarer que grâce au stage, ils ont développé des compétences relationnelles, des compétences spécifiques à leur filière ou encore des compétences organisationnelles. Alors que pour les stages qui sont avec des objectifs flous, par exemple, il n'y en a que 14% d'entre eux qui déclarent qui, grâce à leur stage, ont développé des compétences spécifiques à la filière. Et un autre résultat qui nous paraît intéressant, c'est qu'on leur a demandé « Est-ce que le stage vous a remotivé, vous a
permet de voir quel est l'intérêt de votre formation. Et on voit que pour 65% des étudiants qui ont fait un stage de bonne qualité, c'est le cas, alors que pour 28% pour ceux qui ont un stage de moins bonne qualité, c'est moins le cas. Donc toujours en termes de raisonnement, toutes choses égales par ailleurs, on a essayé de voir est-ce que, en fonction des caractéristiques socio-économiques, on accède différemment au type de stage. Donc tout d'abord, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a un effet filière. D'accord, mais ça, on a pu voir avec les responsables de formation, et c'est là-dessus où on voudrait accentuer dans la partie qualitative. Ça dépend comment est intégré le stage dans le cursus et comment il est suivi. Par contre, ce qu'on voit, c'est que donc on a vu que les femmes accédaient plus facilement au stage. Par contre, elles ont plus de chances de se trouver dans un stage de moins de bonne qualité. En fait, les femmes, elles sont plus représentées dans les stages aux objectifs flous et décalés par rapport aux acquis de la formation. En termes de qualité de stage, on a vraiment une différence de genre. On a également une différence qui nous a semblé intéressant, c'est qu'en fonction du niveau scolaire de l'étudiant, donc là on l'a mesuré par le fait d'avoir une mention très bien au baccalauréat, donc on peut imaginer que c'est des étudiants avec un niveau scolaire relativement élevé. Ces étudiants-là ont beaucoup plus de chances, donc on voit qu'on a un accroissement des inégalités, puisqu'ils ont beaucoup plus de chances d'accéder à un stage relié aux objectifs de la formation et moins de chances d'accéder à un stage aux objectifs flous. Par contre, ici, le milieu social apparaît non significatif. Alors après, c'est un peu les limites du toute chose égale par ailleurs, c'est que l'effet filière est tellement important qu'on a du mal après à vraiment à trouver un effet net du milieu social. Donc, nos perspectives. Donc ensuite, il s'agit de savoir, en fonction du fait qu'on ait fait un stage ou non, ou en fonction de la qualité du stage, est-ce que ça va jouer ensuite sur l'orientation scolaire et professionnelle des étudiants, comment ils vont les mobiliser, et on va essayer de voir avec les équipes pédagogiques au sein des composantes comment utiliser le stage et quelles seraient les conditions d'un stage apprenant. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur... Oui. Merci pour la présentation. Je me posais juste la question de savoir si vous aviez pu, ou si vous envisagiez de le faire d'ailleurs, de croiser la variable qui est celle des motivations finalement des étudiants dans ce stage et les effets évalués de la qualité. Parce que du coup, je me disais, en arrière-fond, que selon ce que vise l'étudiant, son évaluation de la qualité du stage ne sera peut-être pas la même. Entre viser un enrichissement de CV, ou viser la confirmation d'un choix d'orientation, ou viser l'acquisition d'une compétence particulière parce qu'on se destine à devenir je ne sais pas quoi, ça change la nature de cette perception. Oui, tout à fait. Après, nous, on se dit qu'on a tellement de... En fait, c'était vraiment des questions factuelles. On ne leur demandait pas comment vous jugez la qualité de vos stages. C'était des questions, vous êtes arrivé en stage, vos missions, quelles étaient vos missions, est-ce qu'elles sont en lien avec votre formation, ils avaient une échelle à répondre. En fait, il y a beaucoup de variables qui nous permettent, on espère, qui nous permettent d'avoir une représentation assez objective du stage. Mais effectivement, du coup, on peut imaginer qu'ils ne cherchent pas le même type de stage. Donc, ce serait une variable intéressante à croiser. On se disait même la manière dont ils ont trouvé le stage peut-être aussi explique la qualité du stage. Il peut y avoir aussi une autre variable, c'est le lieu de résidence des étudiants hors campus à Dijon. Parce que moi, c'est une petite enquête que j'ai faite, mais qui n'est pas scientifique, hein, pour tester les étudiants d'IUT. Et c'est vrai qu'on se rend compte effectivement que ça joue beaucoup avec... Alors, je dis, les résultats ne sont pas forcément significatifs. L'idée que dans les zones rurales, les gens ont moins de stages, mais comme ils ont l'habitude d'être plus mobiles, ils y arrivent, et que le problème, paradoxalement, je parle de nos étudiants, nous, hein, ce qui n'est pas forcément représentatif, c'est dans les zones urbaines où certains trouvent facilement des stages et les autres en zone urbaine qui effectivement ne trouvent pas de stage et n'ont pas en gros les capacités ou l'apprentissage de la mobilité. Et je pense que c'est assez important aussi de voir, surtout avec les fractures territoriales de plus en plus importantes, et puis la fermeture des usines, des services publics, que ça peut être aussi un moyen, surtout pour les stages pendant l'été ou pendant les vacances scolaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une variable. En fait, on est vraiment au début des résultats, donc c'est une variable qu'on est en train de traiter. Mais effectivement, oui, on peut imaginer que ça peut jouer assez fortement. Après, ici, par exemple, on n'a pas l'origine. Voilà, on n'a pas des questions sur le pays de naissance des parents. C'est vraiment une question qu'on ne traite pas du tout là-dedans. Oui.
remarque, c'est le terme de lien qui a été souvent employé par plusieurs d'entre vous, et c'est pourquoi je reviens sur cette idée de lien. Et puis, ma question, c'est on parle de bien vivre. Alors, si on était grec, mais c'est pas une blague que je vais vous faire. Bien vivre, ça se dit comment pour un grec? Ça va être facile après pour vous. Ça se dit ethos. Ça, c'est la recherche. Quand vous prenez votre programme et vos textes d'Épicure et compagnie, quand vous tapez ethos en fonction recherchée, jusque-là, c'est bête. Moins bête, vous voyez le contexte, c'est toujours le bien vivre. C'est pourquoi les barbares ont bien des lois mais n'ont pas de cité, ont bien de la morale mais n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas ethos. Parce que moi, quand j'étais étudiant en philo, ça m'énervait qu'on traduisait ethos par éthique, mais ça ne m'aidait pas du tout. Et donc, étant un peu helléniste, je me suis dit, est-ce que je pourrais trouver une traduction qui donne le concept bien vivre et vérifier. À chaque fois qu'on parle de ethos, on parle du bien vivre. Merci de votre attention en tout cas et de votre patience. Du coup, Quelqu'un d'autre Merci. Donc, dernière intervention de l'après-midi qui va être une forme de synthèse et de proposition. Enfin, synthèse, non, c'est peut-être un grand mot, mais au moins de proposition. Donc, tout d'abord, merci à Pierre Bruno et à au groupe Discrimination Inégalité pour l'organisation de cette demi-journée qui a réuni différents types d'intervenants et c'était riche. Alors, moi, l'intervention doit être considérée, mon intervention est au titre de la mission Égalité-Diversité de l'Université de Bourgogne, puisqu'a récemment été nommé un binôme que je forme avec France Hercher, donc depuis la fin d'année dernière, année universitaire dernière. Actuellement, on travaille essentiellement, parmi d'autres choses, mais de manière un peu plus marquée sur deux grands projets, la question des violences sexistes et sexuelles, et la question de l'égalité professionnelle. Alors juste petite communication sur la question des violences sexistes et sexuelles avant de venir sur celle de l'égalité professionnelle, puisqu'aura lieu le 26 novembre, durant la semaine de lutte, suite à la journée internationale de lutte contre les violences aux femmes, ici même à la salle multiplex à 18h, entre 18h et 20h, un film débat autour donc le documentaire étant le documentaire Sexe sans consentement, et un débat qui sera organisé avec Éric Matet, donc procureur de la République à Dijon, et Marie Durubella, sociologue du genre et de l'éducation. Donc on communiquera davantage dessus, mais bon, voilà, c'était l'occasion de prolonger votre intervention. Alors, mon intervention porte plus précisément sur un projet sur lequel on travaille, donc sur lequel on est au tout début, donc sur lequel vont vous être présentées quelques pistes. C'est un projet qui tourne autour de la question du mentorat et qui s'appuie sur les questions du stage, mais qui souhaiterait élargir le champ d'action. Alors, tout d'abord, les stages, on a eu des définitions. Que peut-on entendre par mentorat? Si l'on se base sur la définition de l'Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le mentorat est avant tout une relation professionnelle. Une relation professionnelle qui noue le contact entre deux personnes, donc une personne mentor et une personne mentorée. Cette relation professionnelle a un objectif. Cet objectif, c'est celui d'une évolution professionnelle. Une évolution professionnelle qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche volontaire, volontaire de part et d'autre. Alors sur la typologie des stages, on voit que le stage, il y a stage facultatif, stage volontaire, stage obligatoire, mais en tout cas là, on est dans le cadre d'une démarche volontaire. Alors plusieurs objectifs préalables, mais qui peuvent bouger à ce projet. Donc bien sûr, renforcer les politiques d'égalité professionnelle au sein de l'Université de Bourgogne, mobiliser les stages. Alors les stages tant en interne qu'en externe. Alors, en interne pour d'éventuels publics scolaires qui seraient accueillis à l'Université de Bourgogne, et en externe pour les publics étudiants qui pourraient réaliser des stages à l'extérieur de l'université, mais mobiliser les stages comme moyen d'initier, de développer la question du mentorat. Alors ça rejoint un peu ce que Dominique Lehmann plaçait sur le plan socialisateur. Donc ce serait investir cette dimension des stages au-delà des apprentissages techniques, des apprentissages que tu viens Claire, de présenter. Après, ce qui nous semble important, c'est de considérer cette problématique, en tout cas selon une approche, et ça fait partie des perspectives de la dernière intervention, une approche longitudinale, une approche sur la durée. Alors ça fait partie de l'intervention, mais j'ai l'impression que ça fait partie de toutes les interventions. À la fois, Dominique Lehmann a introduit ce séminaire en disant que la question de l'égalité, des discriminations,
dans les stages, et puis la question des violences sexistes et sexuelles dans les stages ne peut pas être isolée du reste du monde professionnel et donc de la société. Donc ça questionne un amont et un aval. Et ça questionne aussi, je rejoins encore la présentation de Dominique Lehmann qui questionnait, qui disait que l'insertion professionnelle est un processus, ne peut pas se limiter à un temps précis, donc un processus qui s'inscrit donc dans la durée et qui doit mener à une position stabilisée. Donc là, la question de l'approche longitudinale, en tout cas d'une approche sur la durée. Et le dernier objectif qui va nous animer tout au long de cette année 2019-2020, c'est celui de mobiliser toutes les forces vives et de mobiliser un groupe, enfin en tout cas un groupe de travail, de constituer un groupe de travail et un groupe co-réflexif pour mobiliser toutes les expertises disponibles à l'université et au-delà pour lancer dans les faits, le projet à la rentrée prochaine, en 2020-2021, donc prendre le temps de construire quelque chose réfléchi et quelque chose réfléchi collectivement. Alors voilà pour le cadre de définition, cadre des objectifs. Alors un cadre institutionnel aussi, où est-ce que dans quel cadre institutionnel nous inscrivons cette réflexion? Alors plusieurs axes, tout d'abord. Celui de la convention, vous avez très certainement entendu parler de la convention interministérielle pour l'égalité. Alors l'Université de Bourgogne est signataire de la convention régionale de Bourgogne qui se termine là en 2018, 2014-2018, pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système de formation tout au long de la vie, formation initiale et formation continue. Alors, vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il y a un projet de mise à jour au niveau national de cette convention, puisque va être établie une convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, pour la période 2019-2024, sur laquelle, dont sont signataires plusieurs ministères, mais dont le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, bien entendu. Et la mission égalité diversité de l'UB participe au groupe de travail donc coordonné par Laurence Guillet, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes en Bourgogne-Franche-Comté, dont l'objectif dans les prochains mois sera de proposer une déclinaison régionale de cette convention nationale. Alors, quand on regarde par contre la Convention nationale, on a quand même quelques pistes sur lesquelles on peut d'ores et déjà s'appuyer, à savoir l'axe d'une plus grande mixité des filières de formation. Donc on se positionne là en amont de la question des stages. Et parmi les choses à travailler au sein de cet axe d'une plus grande mixité des filières de formation, un premier item, faire évoluer les représentations des métiers où le stage d'orientation en troisième, par exemple, prend une place centrale de manière nominative, d'une part, et il est question, dans cette convention nationale, de sensibiliser également les étudiantes à la gestion de leur carrière. Donc là, je cite cette convention, en tout cas l'approche nationale. Donc la question du stage d'orientation et la question de la sensibilisation des étudiantes à la gestion de leur carrière. Un deuxième un deuxième item peut être relevé, celui de fixer des objectifs pour une plus grande mixité des filières de formation et d'emploi. Et là, les organismes, et en tout cas les structures, sont invités à participer à des actions de promotion. Et il est clairement, nominativement écrit, des actions de promotion, notamment qui passent par le mentorat. Ces actions de mentorat peuvent porter sur l'initiation des filles aux carrières majoritairement masculines ou inversement pour les garçons aux carrières dites. Tout cela étant considéré du point de vue d'une construction sociale, on s'entend, enfin je ne viens pas tout de suite là-dessus. Voilà pour premier cadre institutionnel, la Convention interministérielle pour l'égalité, dont une déclinaison régionale auquel participe l'Université de Bourgogne sera prochainement réalisée. Un deuxième cadre institutionnel, alors bon, c'est un cadre institutionnel, c'est un rapport, alors est-ce qu'il faut le classer ici, je ne sais pas, mais en tout cas moi je le classe ici, c'est le rapport qui a été publié en mai 2018 sur les rapports, sur les freins aux carrières des femmes chercheurs et enseignantes chercheurs. Donc là j'étais sur l'amont, maintenant je me place sur l'aval au niveau des stages, et auquel participe, dont est signataire, bien sûr c'est un rapport issu du ministère de l'enseignement supérieur, et dont est signataire la CPED. La CPED, c'est la conférence permanente des chargés de mission égalité-diversité, à laquelle, vous l'imaginez, participe la mission de l'Université de Bourgogne.
Donc dans ce rapport, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit des choses que l'on sait, mais des choses que l'on sait, mais des choses qui sont dépassées. Alors les choses que l'on sait, c'est une persistance des freins aux carrières, en tout cas des femmes au sein de, en tout cas en l'occurrence, au sein de l'université, et des freins qui ont été déjà soulignés dans l'agenda social. Alors plusieurs axes de proposition. Premier axe, remédier aux inégalités sexuelles lors des périodes charnières et garantir l'égalité dans le déroulement des carrières. Parmi les recommandations pour tendre en tout cas vers cette finalité, encourager l'accompagnement des carrières, comme on pourrait questionner l'accompagnement lors des périodes de stage. Donc encourager en tout cas l'accompagnement des carrières des personnels au sein des établissements, à la fois pour inciter soit davantage, soit plus rapidement, mais en tout cas les femmes à présenter des dossiers de promotion à certains moments charnières du déroulement de leur carrière, lors de passage d'HDR, habilitation à diriger des recherches, ou de promotion par exemple. Et là aussi, la bonne pratique valorisée dans ce rapport, c'est celle du mentorat. Bon, en tout cas, mentorat, en entendant revient à plusieurs actions. Donc en tout cas, cette promotion de la question est positionné également dans la durée, donc plusieurs pratiques. Je pense aux exemples d'autres universités. Je pense à l'université de Grenoble, qui travaille plutôt sur un accompagnement des jeunes maîtresses de conférences et qui sensibilise les jeunes maîtresses de conférences à anticiper les freins qu'elles pourraient rencontrer tout au long de leur carrière, en cherchant par des actions de mentorat à dynamiser les relations entre les anciennes formées et les nouvelles arrivantes. Ça, c'est une première piste. Autre piste, c'est l'université de Strasbourg, qui réfléchit sur ce projet de mentorat plutôt au moment des campagnes de suivi de carrière. Donc des éléments du côté des enseignantes et enseignantes-chercheurs, mais on pourrait aussi aller au-delà, et en considérant l'égalité professionnelle au sein de l'université, pour considérer l'étude des freins à l'égalité professionnelle pour d'autres personnels. Et je pense en particulier au personnel BIATS, puisque l'on sait que les femmes sont davantage représentées, que la proportion de femmes de catégorie B qui accèdent à la catégorie A est assez faible, donc là au niveau national je parle bien sûr, et que des inégalités salariales persistent dans l'attribution des primes, dans l'attribution de l'exercice, dans l'exercice des responsabilités, entre autres. Voilà pour le cadre national. Et après, qu'en est-il au niveau local? Alors, au niveau local, deux axes. La question des stages, que tu viens de présenter, Claire, et la question des bilans sociaux de l'UB. Alors, la question des stages, moi, je retiens de la présentation plusieurs points, mais plusieurs points qui pourraient venir nourrir ce groupe de travail en cours de constitution. Premier point, tu l'as souligné, des difficultés à trouver un stage plus grande chez les étudiantes. Deuxième point, dans la motivation à réaliser le stage, donc des motivations différenciées, certes, mais moi, ce que je relève là-dessus, plus que les motivations différenciées, alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais un faible intérêt porté tant par les femmes que par les hommes sur la question, sur l'enjeu du réseau professionnel. Dont on sait par ailleurs que cette question est importante dans le cadre du déroulement des carrières. Donc potentiellement utile à une future insertion. Autre élément, la qualité des moindres des stages, donc qui doit être questionnée. Et dernier élément que je retiens de la présentation et des discussions, et donc des questions qui ont été posées, la nécessité de croiser les catégories, donc d'aller au-delà de la question sexuée. Et alors, les croisements resteraient à définir, mais potentiellement de croiser les catégories sexuées, catégorie sociale, catégorie sexuée, catégorie territoriale. Voilà, plusieurs éléments qui ressortent. Voilà pour la question des stages au plan local. Autre élément que l'on pourrait relever quand on regarde les bilans sociaux de l'UB. Alors, les bilans sociaux sont disponibles en ligne, ouverts à tout le monde. Et alors, moi, je vais m'appuyer sur un regard porté sur le bilan social 2016 et 2017. Et il est important de noter, c'est pas toujours le cas, qu'il existe dans le bilan social de l'UB, en tout cas une partie relative, je cite, à la parité homme-femme. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de relever qu'il existe une partie des données qui sont genrées, avec des tableaux sur la répartition des personnels selon le sexe et selon le corps. Enfin, voilà, une des répartitions des données qui permettent en tout cas de travailler, en tout cas de réfléchir sur ces questions. Alors peut-être, pour
j'allais dire pour nous rassurer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas pour inscrire en tout cas l'UB dans le contexte national. J'ai comparé voilà, les chiffres de l'UB avec ce qui se fait, enfin ce qui s'observe au plan national. Donc en France, pour information, en 2017, hein, les femmes représentaient 44% de l'ensemble des MCF, maîtres de conférence, 24% des PU, selon des résultats qui placent la France proche de l'ensemble de l'espace, enfin, des chiffres constatés au niveau européen. À l'UB ne se distingue pas de ces chiffres, puisque les femmes représentent 43% de l'ensemble des MCF et 23% de l'ensemble des profs d'université. Alors après, si on va un peu plus loin sur le déroulement des carrières, puisqu'on sait que voilà, c'est dans ces rouages que les choses peuvent être observées. Alors bon, pour l'instant, nous manquons de balises chiffrées ici en local sur le déroulement des carrières, mais on peut tout de même s'appuyer sur ce que l'on sait à l'échelle nationale, et on sait qu'au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des postes universitaires, à l'université en tout cas, eh bien, la proportion de femmes diminue. Je pourrais vous décliner une multitude de chiffres. Tous ces chiffres convergeraient vers ce constat. Donc l'existence de ce que l'on appelle couramment un plafond de verre, hein, c'est ce qui a été dit du point de vue, j'aurais tendance à le positionner du point de vue structurel, hein, des contraintes structurelles auxquelles on peut ajouter les questions de discrimination et d'autodiscrimination, d'où l'intérêt peut-être de considérer la question du mentorat, en tout cas d'un accompagnement fondé sur la confiance et la bienveillance sur la base du volontariat. Alors quelques réflexions pour terminer. Quel serait ce projet ? Quel pourrait être ce projet ? Ce projet, l'idée, c'est de créer en tout cas un projet spécifique à l'UB qui soit à la fois à la croisée de l'orientation, des stages et du mentorat autour des questions d'égalité professionnelle. Donc considérer, ça c'est le deuxième point des réflexions, considérer la question du mentorat en tout cas sur la durée, par les stages. D'accord, donc une considération des stages et des stages étudiants, c'est ce qui nous a réunis tout au long de cet après-midi. Alors ça pourrait être, pour reprendre la typologie de Dominique Lehmann, autour de la recherche d'efficacité pédagogique ou de la recherche de réseau, hein, selon le niveau de cursus. Bon, voilà, j'ai pris des notes en même temps, mais cela suppose aussi de considérer l'amont pour l'accueil éventuel de stages d'élèves du secondaire. Alors j'ai parlé de troisième, mais ça pourrait être au lycée, tout reste à discuter. Là, si je reprends, alors toujours selon la typologie, pour faire un lien avec la conférence qui nous a été présentée, la recherche de responsabilité sociale et sociétale dans laquelle pourrait s'inscrire l'université. Cela pourrait également, toujours dans cet axe de considérer la question du mentorat sur la durée, il faut considérer l'aval, et nous, c'est quelque chose qui, à la mission en tout cas, nous anime très fortement, considérer la question de l'égalité professionnelle, enfin, au plan du déroulement des carrières, donc sur la recherche de réseau et d'égalité professionnelle. Troisième réflexion, en guise de perspective, considérer le mentorat tant en interne, pour les élèves du secondaire éventuellement, mais en interne également pour les personnels de l'UB, et considérer la question du mentorat en externe. Alors, si l'on considère que l'on peut classer dans l'externe les stages que peuvent faire nos étudiants, nos étudiantes en dehors de l'université. Donc voilà, en tout cas, essayer de mêler la question de l'interne et de l'externe. Et peut-être une dernière réflexion, c'est, je reviens dessus puisque c'est important, c'est la mission, ne serait-ce que par le titre de la mission égalité-diversité. Alors on pourrait débattre, hein, j'en conviens, sur ce que l'on peut entendre par diversité, hein, mais en tout cas, on pourrait au moins s'entendre sur la nécessité de croiser, et peut-être que par rapport à la spécificité de notre université, le croisement de la question sexuée et territoriale pourrait constituer un élément sur lequel nous pourrions discuter et aller plus loin. Alors, le groupe de travail, puisque ces quelques lignes tracées va nécessiter un collectif, la réunion d'un collectif. Alors actuellement, des contacts ont été pris, bien sûr, avec la mission égalité diversité auquel nous participe, avec le pôle RH, Anne Barnabé de l'université, donc responsable du service du développement des ressources humaines. Donc autre contact pris avec Muriel Henry, donc directrice du pôle formation et vie universitaire. Également des contacts pris avec la mission égalité et lutte contre les discriminations du rectorat de Dijon. Je me tourne vers Christelle Lamy et accompagné de Benoît Clerc. Alors, des premiers contacts pris, ce sont
des échanges, hein, bien sûr, sur lesquels, voilà, on va en tout cas des intérêts manifestés de part et d'autre sur ce projet pour travailler collectivement. La priorité, c'est d'identifier, d'intégrer des personnes ressources de manière encore plus élargie. Alors, des contacts seront pris dans les prochaines semaines et bien sûr, un appel à volontaires se noue. Et je pense, bien sûr, je me tourne notamment vers la question, la question de la recherche aurait toute sa place, hein, dans ce groupe. Hein. Je pense à la question au groupe discrimination inégalité de la MSH, entre autres. Enfin voilà, l'idée étant d'élargir et que ce groupe puisse bénéficier de toutes les expertises pour nourrir une réflexion collective, dont l'une des priorités sera d'établir un cadre, voilà, d'établir les objectifs communs au groupe, au-delà de ce qui vient d'être dit, avec un calendrier, enfin voilà, la nécessité de se réunir tout au long de cette année 2019-2020 pour lancer ce projet à la rentrée prochaine. Voilà sur les premières bases sur lesquelles je pouvais dire quelques mots. Merci beaucoup. Des questions, des remarques? Bien, écoutez, je vais en profiter pour remercier donc tous les intervenants de la journée. Donc c'est clair qu'on n'a pas pu couvrir l'ensemble des questions qui ont été traitées, puisque je vous ai dit, plus on avançait dans la problématique, plus on a vu comment la question initiale, qui était les discriminations à l'accès au stage, se sont effectivement multipliées. Hein. Et on a vu effectivement la multiplicité des pistes qui ont été proposées par les différents intervenants. Donc voilà, on pourra voir, hein, pour ceux qui le souhaitent, comment on peut continuer à travailler sur ces questions-là. Et je voudrais aussi remercier le pôle, c'est très spontané, pédagogie numérique et ressources de l'Université de Bourgogne, M. Paul Salisson et leurs collègues que je ne connais pas encore, qui ont assuré donc la diffusion en direct et en streaming de cet après-midi, et qui vont en assurer la captation vidéo. Donc vous la trouverez dès que possible donc sur le site de la MSH, avec effectivement des ressources complémentaires que nous pourrons y mettre. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour être resté jusqu'ici. Juste pour information, les prochaines activités du groupe thématique de recherche sera le 19 novembre, une journée au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon sur la question de l'articulation la question des inégalités et des discriminations, avec des conférences de Fabrice Dume et François Dubé, plus des interventions d'acteurs locaux, et on se retrouvera aussi début décembre sur une demi-journée, notre après-midi, sur la question de la participation des jeunes à la vie publique, hein, comment effectivement permettre une meilleure expression des jeunes en respectant la diversité de cette population. Et normalement, nous devrions travailler en 2020 autour de 2 pistes, hein, qui restent là aussi à approfondir et à clarifier. Une question autour du racisme en partenariat avec l'IRTES, et une question sur la question des inégalités et discriminations dans l'accès aux soins. Merci beaucoup pour votre venue, et nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d'information nécessaires, le cas échéant. Merci encore.